Bienvenue sur Gabon 24. Louis-Philippe Badinga et moi-même recevons ce jour le ministre de la Promotion, des Investissements et des Partenariats publics-privés. J'ai cité Mme Madeleine Baird, avec elle nous allons parler de la marche de la République avec la réduction du train de vie de l'État annoncée par le gouvernement. Madame le ministre ou la ministre, bonjour. Bonjour. Alors, le chef de l'État a récemment indiqué la voie à suivre pour assainir les finances publiques. Est-ce que vous dites, comme certains de vos collègues que nous avons déjà reçus ici, ouf, enfin, il était temps? Oui, bien sûr, il était temps, parce qu'il était un temps pour nous de prendre des décisions certes douloureuses, mais qui sont nécessaires au maintien de l'équilibre de notre économie. Nous avons atteint un niveau tel que nous ne pouvions plus nous permettre d'investir autant d'argent sur la masse salariale. Et il était important pour nous de réinjecter une partie de ces financements-là vers d'autres structures, d'autres investissements qui seraient plus utiles au bien-être des populations. Et l'exemple est justement venu d'en haut avec la réduction de près de 40% des effectifs de la présidence de la République. Le souhait que la mayonnaise prenne à tous les niveaux, vous y êtes déjà? Bien sûr, nous y sommes bien sûr. Moi, j'ai pris la mesure, j'ai réduit mon cabinet conformément à la circulaire et aux décisions que nous avons prises. C'était pour montrer l'exemple. C'était des arbitrages qui étaient difficiles, mais nous partons du principe que lorsque nous avons un objectif de performance, il est important pour nous de prioriser les choix des dépenses et puis et de réinjecter ces dépenses-là vers d'autres investissements, en ayant aussi le souci de ce que notre objectif également est de rendre cette administration performante, parce que on est bien évidemment face à la contrainte de rendre attractif le pays et malheureusement et bien heureusement, l'attractivité d'un pays s'apprécie également par la qualité de ses ressources humaines. Absolument, oui. Alors, comme on dit, il y a certains prennent la porte, il y a d'autres c'est à mes côtés, sans forcément créer des frustrations au sein de son propre cabinet, qui parfois est composé de sa base électorale. Comment on fait? Écoutez, ça c'est un arbitrage qu'il faut faire, mais d'un autre côté, il y a des départements qui sont tellement et fortement techniques que l'arbitrage était beaucoup plus orienté vers le maintien de la technique au sein des cabinets, parce que les exigences que nous avons au niveau du gouvernement nous exigent d'avoir des collaborateurs qui sont à même de pouvoir répondre à certains niveaux de technicité. On a une petite dose politique, mais on a également le souci de la performance des missions que nous avons en responsabilité. Cette question nous installe tout droit dans la perspective des législatives avant de revenir sur les mesures du gouvernement. Louis-Philippe Badinga. Oui, Madeleine Baird, justement, on vous connaît plus comme technocrate, mais ces derniers temps, on vous a vu sur le terrain à Lambaréné. Êtes-vous prête à assurer un certain héritage déjà? Je ne pense pas qu'il faille parler d'héritage, c'est plutôt de dire comment est-ce qu'on peut traduire en actes sur le terrain les objectifs de la politique que le chef de l'État a mis dans son programme de société. En tant que ministre de la République, j'ai la mission de porter la voix, aussi bien au niveau du Gabon entier, mais également auprès des populations, sur le bien fondé des actions qui sont portées par le gouvernement. Je pense que ce n'est pas forcément une démarche de séduction parce qu'on a des législatives, c'est simplement pour, comme je le fais depuis longtemps, depuis que je suis ministre, je fais et je descends et je rends en français facile et en acte ce qu'on fait au niveau du gouvernement. Alors, ces législatives qui vont intervenir dans un contexte sociopolitique et économique particulièrement difficile. Alors, comment comprenez-vous le prétexte qui justifie justement cette réduction du train de vie de l'État, alors que dans le même temps, on disait il y a quelque temps que le marché du pétrole se porte relativement mieux qu'il y a 3 ans? Justement, parce qu'il faut quand même avoir à l'esprit qu'on ne peut pas nous demander de ne pas prendre des décisions fortes pour relancer l'économie et puis profiter de la manne pétrolière pour encore à nouveau les réinjecter dans des salaires. Il est important de savoir que quand on a un outil de travail, un des points importants, c'est de se dire comment je vais faire pour que l'argent que j'ai puisse à la fois maintenir la machine et nous permettre d'accomplir un certain nombre de réformes. Rendez-vous compte quand même que la masse salariale représente quand même 59% des recettes fiscales au Gabon. C'est énorme. Comment voulez-vous que nous ayons une administration aussi dense, aussi pléthorique? D'ailleurs même, nos contradicteurs nous le reprochent. Il était important pour nous d'entamer ces correctifs-là le plus rapidement possible, les plus privilégiés, avec cette manne d'argent, non seulement les investissements pour permettre le développement de l'économie, et également pour améliorer le climat social, le bien-être social des populations.
C'est tout à fait évident que notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas de dire, bien, on a une augmentation du pétrole et puis on va injecter ça dans l'amélioration des salaires. Oui, c'est peut-être un objectif, mais cet objectif, pour l'instant, nous ne pouvons pas simplement l'avoir comme outil, sachant que le gouvernement a initié quand même une révision du système des rémunérations qui, justement, a permis d'avoir cette augmentation de la masse salariale. Donc, il faut quand même avoir à l'esprit qu'on a déjà fait suffisamment d'efforts à ce niveau-là. Il est important pour nous maintenant de prendre la deuxième mesure qui consiste à contracter un peu les effectifs, à améliorer la qualité de nos ressources humaines et puis éviter d'ailleurs ce sureffectif qui se superpose au sein de nos différentes administrations. C'est une mesure salutaire et d'ailleurs qui va être saluée par nos contradicteurs parce qu'ils nous disent que, bien évidemment, on ne fait pas les choses comme il faut. Donc ça signifie bien qu'on a pris la mesure et on n'a pas été dans une décision politique, on n'a pas été dans une décision démagogue, on a pris la responsabilité en disant c'est maintenant. C'est risque parce que c'est à la veille des législatives. Voilà, on aurait pu vous dire que c'est une décision voilà, juste pour charmer les électeurs. Ça participe du langage franc et réel et concret. Ça démontre la capacité du gouvernement et du chef de l'État à dire, bon, on n'est pas dans la politique politicienne, nous sommes dans le concret, on ne pouvait pas continuer à gérer ce type de dépenses au détriment des dépenses qui nous paraissent beaucoup plus fortes et beaucoup plus nécessaires à la relance de notre économie. Louis-Philippe Badinga. Oui, Madeleine Baird, justement, nous sommes dans un contexte de relance économique. Vous savez très bien que pour relancer, par exemple, la croissance, elle se fait soit par l'investissement ou par la consommation. Est-ce que le contexte actuel, justement, va favoriser ces investissements-là ? Et c'est l'objectif, justement, c'est la feuille de route qui m'est assignée, c'est d'amener et de sécuriser justement ce climat des affaires en disant aux investisseurs, venez, parce qu'il est évident que ce n'est pas la fonction publique qui emploie, il est évident que c'est le secteur privé et ce sont les entreprises qui créent l'emploi et la richesse. Alors, bien évidemment, depuis le début, nous avons mis en place un certain nombre de politiques. On a initié aujourd'hui, notamment pour l'amélioration du climat des affaires, plus de 14 réformes, parmi lesquelles le guichet unique et qui recense aujourd'hui plus d'une vingtaine d'administrations. Ça permet la simplification des procédures et des formalités, pas seulement du système de création, mais d'information. Nous avons entamé l'amélioration, nous avons entamé tout récemment la mise en place du guichet électronique multimodal au niveau du port pour centraliser toutes les formalités au niveau du port. Nous avons implémenté avec le ministre de l'économie bientôt le Sidonia World qui va effectivement permettre l'amélioration de la collecte des revenus. Nous allons initier d'ici le mois de juillet le lancement du Code des investissements. Je profite de cette tribune pour expliquer ce que c'est qu'un Code des investissements. C'est non seulement des dépenses fiscales qui sont faites, c'est-à-dire une matrice qui permet de relancer l'investissement, mais il s'agit également à côté d'un certain nombre de mesures qui ont trait à l'immigration, qui ont trait au travail, qui ont trait au commerce, qui ont trait à la réglementation d'échange. Parce que ce n'est pas simplement un dispositif fiscal. L'attractivité d'un pays ne se lie pas justement uniquement au niveau fiscal, il se lie par la simplification des procédures, par l'efficacité de l'administration, par la flexibilité du coût du travail, par la flexibilité de l'impôt fiscal. Enfin, il y a plusieurs mesures qui accompagnent donc la réduction du train de vie de l'État, cette réforme qui fait l'objet de cette campagne d'information et de sensibilisation. Alors, de façon concrète, lorsqu'on nous écoute quelque part à Libreville dans des quartiers sous-intégrés, on se pose la question comment cette réduction du train de vie de l'État va participer à financer l'économie, comment elle peut, par exemple, se traduire en baisse de charges pour les entreprises ou en baisse d'impôts pour les ménages. Ah non, il ne faut pas le voir comme ça. Lorsqu'on dit qu'on va réduire le train de vie de l'État, c'est pour réinjecter de l'argent dans d'autres investissements publics. D'accord ? C'est-à-dire que sur les prix des billets d'avion, par exemple, je pense qu'on va dégager une marge de 9 milliards, j'ai pas les bons chiffres. Ça signifie que les 9 milliards, au lieu de les donner à Air France, on va les réinjecter à la CNAPGS ou à la CNSS, quelque chose comme ça. Il en est de même de la réduction de prix d'achat des véhicules. Enfin, ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est que parallèlement, l'obligation qu'on a une fois qu'on a fait ce genre de dépenses, parce qu'il y a à la fois la masse salariale qui est réduite, il y a à la fois les dépenses, nous avons la responsabilité plutôt d'inciter justement le secteur privé à pouvoir prendre le relais sur l'emploi. L'emploi, vous avez plusieurs choses. L'entreprise, elle, qu'est-ce qu'elle va chercher à savoir ? Elle va chercher à améliorer sa productivité, elle va chercher à avoir un business. Notre responsabilité à nous, c'est justement de favoriser... De l'accompagner, cette entreprise. Exactement, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit étrangère,
Et notamment, nous avons mis en place au niveau du gouvernement une politique de renforcement des capacités de nos PME. Vous savez que la PME gabonaise est une PME qui existe, mais qui est un peu souffrante dans la mesure où elle était exclusivement liée à la commande publique. D'ailleurs, c'est ce phénomène de commande publique exclusive qui a généré ce problème de dette. Donc, une fois qu'on a pris la mesure de ça, on va assainir ce magma de la dette qui est assez complexe. Et on va le faire comment? En améliorant la gouvernance des marchés publics, en améliorant la qualité des entreprises publiques, des entreprises gabonaises, qui, elles, doivent être sensibles au fait que la commande publique est une manne, mais elle doit également être susceptible de répondre à une prestation de service de qualité. Et c'est à ce à quoi on s'attelle, et on a également ce tissu entrepreneurial que nous sommes en train de mettre avec toutes les politiques d'incubateurs, de concours national de plan d'affaires, pour permettre à ces jeunes de penser que l'auto-emploi est également un axe de l'employabilité. Il n'y a pas que le salariat ni la fonction publique, il y a l'auto-emploi, c'est-à-dire tout ce segment économique qui échappe aux nationaux et qui pourrait leur permettre d'avoir de la prospérité dans leur vie. Donc il faut maintenant aller plus loin. On a déjà mis en place un certain nombre de politiques pour construire justement la capacité pour ces jeunes de mettre en forme une idée. Nous devons aller plus loin dans la deuxième partie, c'est-à-dire la capacité pour nous, l'État, de les accompagner pour la prospérité. Mais encore faudrait-il, j'insiste, sur le fait que l'État gabonais peut mettre en place toutes les politiques que nous pourrons mettre, tant que le Gabonais ne se met pas dans la culture qu'il doit changer et qu'il doit considérer que être charpentier, être plombier ou être électricien ou être tout ce que vous voulez, ce n'est pas un sot métier. Il faut que nous accompagnions aussi ce changement de mentalité, à la fois chez les parents et chez les jeunes. Il faut avoir aussi à l'esprit qu'on ne devient pas entrepreneur parce qu'on a décidé de l'être. C'est un état d'esprit, il faut le construire, il faut le susciter. Et c'est dans le plus jeune âge en général. Donc dans les établissements scolaires, on a maintenant des clubs qui permettent d'initier à l'entrepreneuriat. Et également dans le cursus universitaire. Cela doit aller vraiment de façon... Enfin, c'était une action qui doit se faire à la fois avec l'appui des enseignants, à l'appui de l'État et l'appui aussi des jeunes qui ne doivent pas subir la perte d'un emploi à la fonction publique comme une fatalité. Il y a beaucoup de métiers, vous ne pouvez pas vous imaginer le segment de métiers que nous avons qui ne sont pas pourvus par des nationaux, des vulcanisateurs, des charpentiers, des peintres, des carreleurs. Notre effort reste également de leur apprendre à dire, vous pouvez être un salarié dans une grande entreprise, mais vous pouvez être également un auto-employeur dans le métier que vous avez. Et là, nous avons quand même un dispositif qui permet de les accompagner. C'est une vision à saluer, c'est une démarche mais vraiment très salutaire. Alors, en même temps, vous allez entendre, lorsque vous discutez avec certains jeunes qui s'essayent dans l'auto-entrepreneuriat, dire qu'ils ont des difficultés pour pouvoir bénéficier des crédits dans des banques. Comment, par exemple, à ce niveau, le gouvernement aide ces jeunes à bénéficier des cadres. Alors, je vous ai dit, l'accès au financement des PME n'est pas un problème national, c'est un problème mondial. C'est-à-dire que cette préoccupation, elle est intégrée. Ce qu'il faut savoir à l'esprit, c'est que nous disons aux jeunes, l'accès au financement, c'est une vraie réalité. On a mis en place d'ailleurs pour y parvenir, pour essayer d'atténuer le fonds de garantie PME qui est actuellement en cours d'examen avec un opérateur qui a été identifié pour permettre à l'État de pouvoir cautionner l'emprunt des entreprises. Et nous avons également le fonds Okoumé Capital qui va faire dans ce qu'on appelle la prise de participation pour renforcer. Il y a des solutions qui vont être faites, il y a le FNAS également, mais qui reste quand même plus, parce qu'en réalité, ce dont on a besoin, c'est l'accompagnement du petit commerçant, du petit entrepreneur. Et là, effectivement, il faut qu'on simplifie les choses, ce sont des business plans qui sont faits de bassins simples, etc. Et il faut également que le jeune Gabonais ne se dise pas que c'est l'aide. Il ne faut pas demander l'aide, il faut dire à quelqu'un, prête-moi de l'argent et je vais voir comment avec cet argent je vais me rendre prospère et comment je vais te rembourser sur cet argent-là. Il ne faut pas qu'on inculque l'entrepreneuriat sur la base d'un assistanat. C'est une mauvaise approche économique. Il faut que l'approche économique soit basée sur la richesse et la prospérité et la capacité à cet entrepreneur, quel que soit son segment, de pouvoir apporter de la richesse. Donc, je pense que ce sont des actions qui sont actuellement en place au niveau du gouvernement. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vraiment mettre de la valeur ajoutée dans ce segment-là, parce que je peux vous assurer que sur les 9 provinces, toutes les 9 provinces n'ont certainement pas d'entreprises installées et n'ont pas donc de perspectives d'emploi et de salariat, mais qu'en revanche, le segment qui pourrait permettre à donner de la dignité et de la reconnaissance à ces jeunes-là, c'est l'auto-emploi.
Alors, Louis-Philippe Badinga. Oui, justement, Madeleine Baird, vous avez récemment dirigé le 4e Haut Conseil de l'investissement. On sait que le Gabon n'est pas encore suffisamment attractif. Est-ce que, à l'aune justement de ce 4e Haut Conseil, vous avez des secteurs d'activité vers lesquels vous travaillez pour favoriser justement l'investissement à ce niveau? Parce qu'on sait par exemple que le secteur pétrolier est de plus en plus délaissé par les majors. En tout cas, moi j'ai quelque chose. Vous me donnez l'opportunité de vous dire que l'un des outils de l'attractivité de notre pays est justement ce Haut Conseil pour l'investissement. Pouvez-vous imaginer que nous sommes un des rares pays en Afrique où vous avez un outil de dialogue public-privé permanent autour duquel les ministres et le Premier ministre s'asseyent, y compris le chef de l'État, pour discuter avec les acteurs du secteur privé sur les réformes de l'économie. C'est une avancée incroyable. Vous pouvez faire la comparaison avec les autres pays. Nous sommes vraiment très avancés. Cet outil nous permet de faire quoi? De discuter avec les acteurs privés de ce qu'on doit mettre en place comme mesures pour rendre justement attractif. Tout récemment, d'ailleurs, autour de ce 4e Conseil, nous avons eu l'opportunité d'échanger autour du Premier ministre et des ministres sectoriels de la pertinence et de l'efficacité de notre port. Vous savez que notre politique d'exportation du bois, grâce à la mesure de prise en 2009, permet de placer le Gabon aujourd'hui parmi les pays exportateurs de plaquage. Nous avons la 2e position au niveau du monde, nous avons la 1re position au niveau de l'Afrique centrale. Nous sommes maintenant considérés comme un pays qui exporte. C'est une avancée incroyable, aussi bien dans le secteur du bois que dans le secteur des mines, le secteur de l'agriculture. Donc vous voyez bien que la diversification de l'économie, elle a bien un écho quelque part. Là où nous avons essayé de faire, c'est que nous avons discuté avec les acteurs du secteur privé, les acteurs du secteur public, ensemble, pour dire mais comment on va améliorer la compétitivité de notre port pour que les exportations du bois transformé au Gabon aillent plus loin. Et je peux vous assurer que c'est un des outils les plus performants qui participent de l'attractivité de notre pays. Les bailleurs de fonds l'ont dit, c'est une avancée incroyable dans un système où vous prenez le cas dans tous les pays de la sous-région, je ne sais pas s'il y a un gouvernement qui est aussi disponible vis-à-vis du secteur privé au Gabon. Maintenant, les efforts ne sont pas simplement les efforts que l'État doit faire, les efforts sont réciproques. Il y a la part que l'État doit faire, mais il y a la part que le secteur privé également doit faire. Et nous en sommes là. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, l'attractivité, c'est un problème. Nous avons l'ambition de porter notre pays dans le top 5 des pays les plus attractifs au niveau des IDE. Nous avons une matrice qui est actuellement avec la Banque mondiale, la fameuse notation du Doing Business, où nous avons réalisé au cours d'une année 14 réformes. Nous espérons que cette performance sera prise en compte dans la notation. On espère, parce que c'est une notation indépendante. Et nous avons également une autre matrice qui, elle, va nous donner, mettre en place des réformes qu'il nous faut pour atteindre. Par exemple, je vous donne des quelques critères simples. Vous avez l'attractivité, le coût du travail, vous avez l'efficacité de l'administration, la lourdeur de l'administration, vous avez la flexibilité du marché, vous avez la compétitivité du port, vous avez autant de critères qui participent à la notation et à l'attractivité d'un pays. Et justement, nous sommes dessus. Pour que les investisseurs viennent et se sentent sécurisés, il nous faut créer ce climat-là. Nous avons tout récemment également mis en place la cellule PPP. Vous voyez bien que le partenariat public-privé a été identifié comme un outil de financement de notre économie. Mais justement, pour sécuriser un investisseur, il nous fallait mettre les outils qui permettent d'accompagner. Et ces outils, c'est quoi? Ça ne peut pas être un cabinet d'un ministre, ça ne peut pas être un ministère noyé, ça ne peut être qu'une cellule d'appui PPP qui est isolée et qui garantit la pérennité de l'investisseur, du suivi de ce contrat. Des clauses. Je donne l'exemple de la concession. Vous avez une concession, elle est signée sur 20 ans, ou bien vous avez un partenaire qui est signé sur 20 ans, mais pendant 20 ans, vous devez avoir un interlocuteur au sein de l'administration, je veux dire une institution, qui va suivre justement tout ça, parce que en 20 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et pendant 20 ans, il faut qu'on régule l'équilibre de deux parties, l'État comme le public. Donc, alors, depuis que toutes ces conditions ont été mises en place pour attirer plus d'investisseurs, vous estimez à quelle hauteur le niveau d'investissement sur le plan national aujourd'hui, investissement privé par exemple? Alors, il est actuellement un peu en souffrance. Le seul écosystème sur lequel je peux vous parler de manière concrète, c'est l'écosystème de la zone économique de Nkok, qui est pour nous quand même une belle réussite, parce qu'on ne le dit jamais assez, mais la zone économique de Nkok est l'une des rares en Afrique subsaharienne aussi performantes. Vous voyez, il faut communiquer sur ce qui marche. On a souvent l'impression que
Les journalistes aiment communiquer sur ce qui ne marche pas. Mais pourquoi vous ne dites pas partout que nous avons la plus belle zone économique dans la sous-région? Et je vais vous dire, dans l'écosystème de la zone économique d'Uncock, c'est un microsystème qui est vraiment performant. Aujourd'hui, nous avons plus d'une quarantaine d'entreprises dans le secteur de la transformation qui font du Gabon quand même un leader parmi les exportations de bois de plaquage. Je veux que si je prends que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose de positif. On est allé beaucoup plus loin, on s'est dit, pour permettre effectivement d'intensifier l'industrialisation, donc le tissu industriel, à partir du moment où on avait un disponible de 1100 hectares sur cette zone, nous avons tout récemment, et on l'a adopté en Conseil des ministres, la loi sur les investissements spéciaux, en identifiant la possibilité de pouvoir y insérer des entreprises sur des zones industrielles et leur permettre de profiter de cet écosystème. Donc là, on a quand même quelque chose de parlant, mais au niveau des investissements directs étrangers, nous avons des efforts à faire, notre niveau est encore assez faible. Une question en deux, Madame la Ministre, on va terminer par là parce que le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Beaucoup pensent que, ceux de vos détracteurs qui pensent que la réduction du train de vie de l'État, c'est une aventure au succès peu probant, disent que l'assainissement des finances publiques ne peut pas permettre de booster la croissance. Que leur dites-vous? Mais c'est un non-sens. Je pense que c'est un non-sens. Comment ça? Imaginez-vous que si une économie n'est viable qu'à partir de l'assainissement de ses finances publiques, nous avons eu le mérite d'identifier la nécessité d'assainir nos finances publiques. Mais quand vous assainissez les finances publiques, vous dégagez des économies. Vous allez réinjecter ces économies où en ce qui concerne le Gabon? Nous allons les réinjecter dans les infrastructures sociales et dans les infrastructures routières ou ferroviaires. Nous ne pouvons pas développer un pays. Je vous ai dit, l'attractivité d'un pays, c'est la qualité de son ferroviaire, c'est la qualité de son maritime, c'est la qualité de son routier. Il est important de savoir que nous allons injecter dans les besoins de l'énergie. Nous avons besoin d'une énergie industrielle, nous avons besoin... En réalité, vous savez, dans une entreprise, dans le secteur privé, je dis, quand l'entreprise a des difficultés parce que la conjoncture ou l'économie, on a le motif économique qui permet de... Voilà. Soit c'est la mort, soit on réajuste et pour pouvoir arriver. Et c'est une culture privée. Alors, dernière question, vraiment, vous allez vous présenter aux législatives prochaines. On a souvent l'habitude des candidats qui se présentent aux élections législatives sans savoir ce qu'ils iront faire ou dire à l'Assemblée nationale. Alors, dans tout ce qui se fait, les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, quelle est la loi économique qui vous tient à cœur? Vous irez à l'Assemblée nationale pour faire quoi si vous êtes élu chez vous? Écoutez, je ne pense pas, parce que je ne sais pas si encore je suis candidate aux élections. Si vous êtes élu. En dehors de ce volet, je pense qu'il est important pour nous de savoir que si j'y suis ou si je n'y suis pas, puisque de toute façon, ce n'est pas encore défini. L'intérêt qu'on a au niveau du secteur privé, c'est de faire voter des lois qui parlent, comme par exemple la loi sur le mécénat et le parrainage, comme par exemple la loi sur les zones d'investissement spéciales, comme par exemple les lois sur tout ce que je parle, toutes les lois d'attractivité du secteur privé. C'est de ça dont il s'agit. Moi, dans ma feuille de route, on doit remettre le secteur privé à la place qu'il faut. L'État du Gabonais doit redonner sa confiance, doit restaurer sa signature et doit remettre le secteur privé là où il doit être. Parce qu'on a toujours, et malheureusement, après 40 ans de culture, on a toujours pensé que la fonction publique était le secteur qui devait effectivement donner la sécurité de l'emploi. Maintenant, nous devons changer. Revenons aux fondamentaux. Ce n'est pas la fonction publique qui crée l'emploi. La fonction publique est un outil qui permet justement de donner au secteur privé les leviers pour pouvoir être bien. Et ça, c'est un peu quand je vous disais que cette opportunité de réduction de la masse salariale, d'assainissement des finances publiques, je vous assure, ça va nous donner vraiment une belle perspective parce que maintenant, on va s'atteler à avoir une administration au service du secteur privé, une administration performante qui va aider plutôt que de freiner par la lourdeur. Vous voyez, par exemple, on va améliorer la qualité des contrôles, on va faire la rationalisation de la parafiscalité, on va revoir le code général des impôts, on va identifier des mesures fiscales qui incitent à l'investissement, au réinvestissement, on va mettre en place le code des investissements. Ça, ce sont des réformes qui nous tiennent à cœur et il est important que notre écosystème l'ait parce que jusqu'à présent,
on n'a pas toujours fait cet examen d'adéquation entre ce qu'on a encouragé, la dépense, et ce qu'on a eu comme investissement. Il reste toujours que cette réduction du train de vie de l'État aura ses faucons et ses colombes, mais la marche de la République doit se poursuivre. Ainsi se referme cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout merci à Madame le Ministre d'avoir accepté notre invitation. Merci à Louis-Philippe. À très vite sur Gabon 24.